Mais je voudrais que, M. Durin, puisque vous avez travaillé, vous, récemment, sur les conditions de solidarité entre les vieux, les sans-papiers, les vieux et les dépendants, pardon, avec l'ensemble de la société, vous nous donniez votre expérience. Parce que, pour avoir discuté très récemment avec Cyrulnik, qui était venu ici d'ailleurs à l'occasion d'un festival international de géographie, il me disait la chose suivante, qu'il avait beaucoup appris d'un voyage en Afrique, où il avait vu que les vieux étaient associés aux tout jeunes. Et les vieux les plus dépendants étaient tout proches des tout jeunes. Et il m'a dit qu'il avait trouvé dans cette expérience quelque chose de très riche et que les solidarités s'exprimaient en Afrique infiniment plus facilement que chez nous, disait-il, parce qu'il y avait cette proximité entre tous les âges, et notamment entre les vieux et les jeunes, et qu'on avait décidé dans certaines grandes villes, et il m'a cité des grandes villes d'Afrique, de permettre à des vieux d'habiter tout près de là où vivaient de très jeunes enfants. Oui, merci. Bon, écoutez, je vais... Ça marche, il faut marcher près du micro. Oui, bon, on a toujours des exemples de mécanismes de solidarité qui nous paraissent en même temps exotiques et qui nous paraissent des modèles très intéressants. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, aujourd'hui, il existe une multitude de mécanismes de solidarité de différents types. Les uns sont des solidarités obligatoires, organisées notamment dans le cadre de la sécurité sociale. Les autres sont des mécanismes facultatifs ou volontaires qui sont mis en œuvre par les associations, toute cette vie, tout le bénévolat, toutes les associations charitables qui peuvent exister. Donc il existe une multitude de mécanismes de solidarité, et une des questions qu'on se pose au CESOL, c'est est-ce que ailleurs, dans d'autres pays, on peut trouver des exemples de mécanismes qui n'existent pas qui n'existent pas en France et qui pourraient nous donner des directions de réflexion ou d'action. Notamment, effectivement, on peut trouver des exemples dans les sociétés africaines, mais on peut retrouver aussi des exemples intéressants au Canada. Alors, avant de rentrer dans ce type de réflexion, je voudrais faire un petit peu vous montrer que sous ces mécanismes de solidarité, finalement, s'organisent autour de deux pôles. Et pour vous montrer comment ces pôles peuvent être compris, peuvent être appréhendés, je vais vous citer un utopiste du 19e siècle, qui est Godin, vous savez, les poils Godin, qui était un chef d'entreprise, mais qui était très préoccupé de la lutte contre le paupérisme. Lui, il disait qu'il y a deux mécanismes, et comme tous ces gens du 19e siècle qui avaient le bon et le mauvais, la mauvaise solution, mais enfin, il explique très clairement quelles sont les deux solutions des types d'organisation qu'on peut avoir. Alors, il disait le premier, c'est l'aumône. L'aumône pense la plaie du paupérisme, mais en avilissant les caractères, l'aumône pense les plaies du paupérisme en avilissant les caractères, et de nouveaux désordres s'en suivent pour la société. Donc c'était la mauvaise solution, mais c'était un des moyens d'action, c'est l'aumône. Et d'un autre côté, vous avez l'association qui conduit à l'égalité de chacun devant la jouissance des choses indispensables au banquet de la vie. Donc deux façons d'appréhender la solidarité. L'une, vous avez une personne qui donne à ceux qui sont dans le besoin, et puis l'autre solution, on réunit ses forces ensemble pour pouvoir tous ensemble faire face aux besoins de la vie, aux risques de la vie, etc. Et cette opposition, cette tension, on la retrouve très bien dans les mécanismes de sécurité sociale. Je prendrai l'exemple des allocations familiales. Les allocations familiales en 1945, lorsqu'on les a mises en place, ont donné la même somme à toutes les personnes qui avaient le même nombre d'enfants. On était dans une logique où les cotisants et les bénéficiaires du dispositif étaient les mêmes. Et puis, au fur et à mesure, pour des raisons pas forcément mauvaises d'ailleurs, qui étaient des raisons de difficultés financières et de volonté de cibler les aides sur ceux qui en avaient le plus besoin, on a mis cette prestation sous condition de ressources, et on est arrivé à ce que les bénéficiaires des prestations familiales soient principalement des gens qui ne contribuent pas au système des allocations familiales par leur cotisation, d'une
distinction entre les deux. Donc on a recréé ce que Godin pouvait appeler une sorte de système d'aumône, où d'un côté, de façon obligatoire, vous avez les personnes qui ont les moyens qui fournissent des contributions monétaires, et les bénéficiaires sont distincts. C'est une opposition qu'on trouve très généralement dans les prestations, dans les systèmes de sécurité sociale, où vous avez d'un côté des prestations qui sont soumises sous conditions de ressources, et donc les bénéficiaires sont distincts des cotisants, et puis d'autre part, vous avez des systèmes qui sont plus ou moins uniformes, que ce soit par exemple ce que les Anglais avaient mis en place en 1945, où toutes les personnes ayant plus de 65 ans bénéficiaient d'une prestation du même montant, qui était financée par l'ensemble de la population anglaise, qui est un mécanisme tout à fait différent de celui du minimum vieillesse qui a été mis en place en 1956 en France, où c'était les automobilistes qui, par les vignettes qu'ils payaient, permettaient de financer une aide aux vieillards. Alors, ces oppositions qui existent en matière de sécurité sociale, on les retrouve tout à fait dans la vie associative, où d'un côté, vous avez l'association de bienfaisance, et ce n'est pas du tout, là je fais une description, je ne reprends pas du tout les qualifications de Godin qui d'un côté trouvait qu'il y avait la bonne façon de faire et la mauvaise. Je dis simplement qu'on peut distinguer très clairement deux types de mécanismes. Un mécanisme où vous avez des gens qui se réunissent pour venir en aide à des tiers qui sont dans le besoin. Exemple, les restaurants du cœur. Les personnes qui animent les restaurants du cœur ne sont pas les gens qui viennent bénéficier des repas. Et vous avez un autre type de solution, qui sont les compagnons d'Emmaüs, par exemple, où ce sont les bénéficiaires ce sont les chiffonniers d'Emmaüs qui se réunissent pour faire ensemble quelque chose qui leur permette de vivre. Et ça, c'est une opposition très forte dans le fonctionnement des associations, celle où, finalement, il y a une distinction forte entre ceux qui donnent, les bénévoles, et ceux qui reçoivent, et puis les associations, qui sont des associations de mutualisation, en quelque sorte, pour faire ensemble de l'action sociale. Alors, les associations de parents de handicapés relèvent clairement du deuxième type. Les parents, enfin, l'essentiel de leur activité, c'est que les parents qui étaient confrontés à ces difficultés se sont réunis ensemble pour trouver eux-mêmes les solutions pour se donner les moyens. Alors après, ils ont été obligés ils ont été conduits à demander l'aide des pouvoirs publics, mais enfin, ils bénéficiaient des prestations, des systèmes d'aide qui pouvaient exister. Mais enfin, c'est un système de mutualisation pour agir ensemble. Alors, il y a des cas où clairement, il n'est pas possible, du fait du domaine d'intervention, que les bénéficiaires de l'aide puissent se prendre en charge eux-mêmes. Hein. Je vais prendre un exemple, par exemple, quelque chose qui est important qu'on a beaucoup étudié au CESOL, qui sont les associations qui viennent en aide aux malades du cancer. Les visiteurs, les personnes qui viennent rendre visite aux malades, en règle générale, sont pas les malades. C'est pas si simple que ça, d'ailleurs. On est amené, dans certains cas, à s'apercevoir que ce sont d'anciens malades qui viennent rendre visite aux malades, voire même des malades qui, entre eux, se soutiennent le moral. J'évoquais tout à l'heure l'exemple du Canada. Alors, au Canada, il existe beaucoup d'associations, qu'on a dit de self-help, où des gens qui sont confrontés aux mêmes problèmes se réunissent pour faire face aux besoins auxquels ils sont confrontés. Il y a aussi quelque chose qui est important, ce sont les associations de voisinage qui existent beaucoup plus dans les pays anglo-saxons comme mode d'action organisé pour faire face aux problèmes concrets, aux problèmes quotidiens, aux problèmes de vivre ensemble qu'évoquait M. Peugeot, qui sont des formes d'action qui existent dans les pays anglo-saxons, qui n'existent pas beaucoup en France. Et puis là, l'exemple que vous évoquez en Afrique, c'est tout à fait typique de gens qui s'aident et qui s'échangent. Hein.